bienvenue à ce premier épisode enregistré de Parlons Crime. J'ai décidé de vous sortir en vidéo plus par semaine le vendredi, de moi qui vous parle d'une histoire seule filmée. Puis le mardi, je continue avec des invités différents qui peuvent revenir ou non. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo filmée, je suis un peu stressée vu que c'est la première fois que je filme une vidéo, c'est ça, puis que je vais la mettre vraiment en ligne partout. Donc, on va commencer tout de suite. Là, je vais vous parler de Joanna Deheny. C'est une tueuse en série dans les années 2000. C'est quand même récent. Là. Je l'ai lu dans un livre que je vais citer à la fin dans mes sources. Donc, on va commencer comme ça. J'ai mon petit texte ici. J'avais mon portable avant, mais il a brisé il y a quelques jours. Donc, je l'ai plus. Donc, on fait avec mon téléphone parce que je dois filmer avec l'ordi que j'ai. Donc, on y va. Le 29 mars 2013, Christina Lee contacte la police parce que son mari Kevin n'est pas rentré du travail puis il est injoignable par téléphone. Elle est très inquiète. Le lendemain, la voiture de Kevin est retrouvée calcinée près d'une ferme dans le village de Yaxley, près de Peterborough, en Angleterre. Je vais mettre des images là, durant ma vidéo ici, là. Ouais, vous allez sûrement aussi voir mon chien. J'ai mon petit chien qui se promène. Puis, c'est ça. Puis, pour ceux qui vont l'écouter en audio puis pas en vidéo, toutes les photos vont être sur mon Instagram Parlons Crime. C'est ça. Fait que je continue. Plus tard dans la journée, il y a un homme qui promène son chien qui aperçoit un corps dans le fossé. C'est Kevin, il est retrouvé les fesses à l'air avec un déshabillé noir à paillettes. Il est mort de 5 coups de poignard en pleine poitrine. La lame, elle a traversé son cœur puis ses poumons, fait que ça a été quand même assez violent. En consultant les relevés téléphoniques de Kevin, on peut voir qu'il a reçu des appels de Joanna, Christine Deheny et de Gary John Stretch. Donc, le 2 avril, la police est alertée. Il y a une jeune femme aux cheveux châtains foncés qui a poignardé 2 hommes en pleine rue en à peine 40 minutes. Là. Donc, la fille a poignardé 2 hommes comme ça dans la rue. Cette femme-là, c'est évidemment Joanna Christine Deheny. Lorsqu'il lui signale qu'elle est en état d'arrestation, elle n'a pas de l'air trop perturbée. La seule chose qu'elle va dire, c'est oui, je sais, c'est pas grave. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu être grosse, noire et moche. Je comprends pas trop le rapport, là, mais bon. À chacun ses pensées. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de Joanna. Joanna s'est épanouie au sein d'une famille sans problème. Sa mère, Kathleen, était gérante d'un magasin, puis son père était agent de sécurité. Joanna est née en août 1982 dans la ville de Saint-Alban, à environ 5 km de Londres. Sa petite sœur, Maria, est née en 84. Joanna est très protectrice envers sa petite sœur, ils vont devenir extrêmement proches. Joanna est sportive, elle pratique le netball, c'est un peu comme le basketball, là. Je vais mettre une image probablement là. Puis elle fait du hockey aussi. Les 2 sœurs sont très proches, au point où il avait même inventé comme un langage que juste eux connaissaient et que personne savait. Là. Je sais qu'il y a beaucoup soit des amis ou des sœurs qui font ça. Puis Kevin et Kathleen, c'est des parents un peu stricts, mais tu sais, ils sont pas violents. Là. C'est des bons parents. Les filles ont jamais été témoins de chicanes entre leurs parents. Là. Genre, ils ont jamais vu leurs parents chicaner. La vie de Joanna était un peu trop calme à son goût, il se passait pas assez de choses intéressantes. Donc, en grandissant, elle devient très indépendante. Vicky, une de ses amies d'enfance, qui va dire que Joanna se foutait un peu de tout puis de ce que les gens pensaient d'elle, elle s'en fout. Puis je pense que c'est correct aussi dans un sens. Là. Surtout à cet âge-là, c'est à ce moment-là que la confiance en soi joue beaucoup. Puis si tu t'en fous, c'est parfait comme ça. Vers leurs 14 ans, ils ont commencé à fumer du cannabis ensemble. Elle va dire que c'est à ces moments-là que Joanna va commencer à montrer comme des signes de violence, puis elle a pu s'intéresser à l'école. Fait qu'elle va manquer beaucoup les cours, puis elle devient violente.
Elle va dire aussi que Joanna était extrêmement manipulatrice, puis elle savait exactement ce qu'elle voulait, fait qu'elle faisait tout pour l'avoir. Elle fréquentait des gens plus âgés d'elle, puis elle passait tout son temps à boire et fumer. Je te rappelle qu'elle a 14 ans. Un jour, Joanna elle a dit à Vicky, son amie d'enfance, t'es une bonne à rien, tu devrais te suicider. Si tu n'as pas le courage de le faire, je pourrais t'aider. Ça l'a quand même beaucoup brusqué, là. Elle s'attendait pas à ça. Elle avait jamais été aussi méchante avec Vicky dans ce temps-là. Donc, à 15 ans, Joanna tombe amoureuse de John Traynor, en tout cas, 21 ans. Donc, elle a 15 ans, 21 ans. Bref. Ses parents à Joanna sont pas du tout d'accord avec cette relation-là, puis je peux comprendre. Là, c'est 15 puis 21, en tout cas, c'est pas. Bref. C'est après sa rencontre avec John qu'elle va vraiment changer de A à Z. Ça sera plus du tout la même personne. Puis ses parents vont tenter bien que mal qu'elle mette fin à cette relation-là, mais ça va juste faire en sorte que Joanna va vouloir s'en aller de chez elle pour être avec son copain. Donc, à 16 ans, elle quitte du jour au lendemain sa famille. Son père, il pensait qu'elle allait revenir, mais jamais retourner là, à la maison. Donc, Joanna et John, ils commencent leur relation en étant sans-abri, donc ils habitent dans la rue. Joanna, elle aimait ça. Elle aimait quand même ce style de vie-là, mais John, lui, pas tant. Fait qu'ils vont partir s'installer dans la ville de Luton, puis elle va tomber enceinte en 1999. La sœur de Joanna, Maria, elle se souvient qu'à ses 6 mois de grossesse, Joanna consommait tout le temps, elle consommait toujours de la drogue. Et John, lui, affirme que non, mais durant sa grossesse, Joanna et John, ils se sont fait renvoyer de leur travail pour une histoire de drogue. Donc, selon moi, à consommer en étant enceinte. Sont donc partis dans la ville de Milton Keynes, dans le comté de Buckinghamshire, désolé, j'essaye, mais Buckinghamshire, où Joanna va donner naissance à sa fille Cheyenne. Quelques jours après l'accouchement, elle va recommencer à boire puis fumer, comme qu'elle faisait avant. Elle câline pas sa fille, elle lui apprend pas de bonnes choses, elle lui apprend à jeter des cailloux sur des roches puis à se bagarrer, comme que les enfants diraient. Elle apprend à jouer à la bagarre, fait qu'elle starter des chicanes pis tout. John, il va finir par quitter Joanna, puis il va partir avec sa fille vivre chez sa mère. Je pense que c'est une bonne chose. Puis en 2003, Joanna va frapper à la porte de John en disant qu'elle avait fait de la prison, puis qu'elle avait été internée dans un hôpital psychiatrique. Fait que, ayant pitié, il va comme lui redonner sa chance. Le couple, ils vont s'installer dans un petit bungalow dans la commune de Wishbesh, située dans le comté de Cambridgeshire. En 2006, Joanna va donner naissance à sa deuxième fille. Le nom de sa deuxième fille n'est pas divulgué. Personne ne sait si c'est vraiment sa deuxième grossesse qui l'a fait perdre la tête, puis qui a fait comme apparaître son côté obscur, mais c'est après sa grossesse que genre sa folie elle a monté de plusieurs crans là, de ce que les gens disent. Elle prenait maintenant 2 bouteilles de vodka par jour. Elle boit tellement qu'elle a failli noyer son bébé dans la baignoire quand il prenait son bain. Trigger warning, je vais parler de mutilation pour le prochain bout, donc si ça vous touche trop, vous pouvez avancer. Elle se mutile sur le ventre avec des couteaux ou des rasoirs, puis sur les bras avec des aiguilles. Joanna recommence à être infidèle à John, mais aussi avec des femmes. Elle va se faire une petite amie au nom de Charmaine, puis Joanna va même disparaître là, plusieurs jours, plusieurs semaines, sans donner de nouvelles à John pour être avec Charmaine. Donc, John, il va dire que le jour où il a quitté Joanna, quand il est revenu à la maison, elle était assise par terre, les jambes écartées, puis elle tapait sous le sol avec une lame de couteau, comme si elle était en train de tuer quelqu'un. Elle était là, les jambes écartées par terre. Donc, il a pris ses filles, puis il est parti. Il l'a quitté. Donc, en début 2009, Joanna est en couple avec une femme, mais ils sont pas sûrs si c'était Charmaine ou non, mais Joanna elle a l'air assez heureuse, là. C'est ce que sa sœur croit.
Sa soeur, elle lui a envoyé un message en 2012 pour lui annoncer qu'elle était enceinte, mais sa soeur, il a juste jamais répondu. En février 2012, Joanna est admise au service des soins psychiatriques de l'hôpital de Petersborough. Elle est diagnostiquée avec des troubles de la personnalité et psychopathique. Il la laisse quand même sortir juste au bout de 5 jours, là. C'est quand même pas beaucoup là, pour les troubles qu'elle a. Puis une fois dehors, elle recommence à boire, à se droguer, à commettre des vols, à l'étalage, en compagnie d'un homme assez dangereux, ce qui vaut d'être arrêté puis emprisonné. Elle fait juste quelques mois de prison avant d'être relâchée au courant 2012. Et elle va être sous probation pendant environ 1 an. Durant ses rendez-vous de contrôle, elle va faire la rencontre de Gary Jones Stretch. Gary Richard, de son vrai nom. On va juste l'appeler Gary, c'est moins compliqué comme ça. Lui, il a 47 ans. Il mesure 2,20 m. Donc, il est quand même grand. Puis, il pèse 146 kg. Fait que c'est un grand bâti, là, quand même beaucoup. Gary va obéir à toutes les ordres de Joanna. Tout ce qu'elle va lui demander, il va le faire sans poser de questions, sans dire... Il va tout le temps dire oui. C'est durant le mois de février 2012 qu'elle va pousser Gary à aller travailler dans une agence immobilière pour qu'il puisse avoir un loyer puis un emploi en même temps. Donc, ils sont dans la ville de Petersborough. Kevin Lee et Paul Creed, c'est les propriétaires de l'agence immobilière. Joanna va leur raconter qu'elle a fait de la prison pour des vols et pour le meurtre de son père, qui, selon elle, l'aurait abusé sexuellement. C'est totalement faux, là. Oui, elle a commis des vols, mais elle a pas tué son père parce qu'il l'a agressé. Je sais pas pourquoi elle compte ça, comme si ça allait lui donner une chance de plus, comme si elle allait avoir pitié d'elle, mais en tout cas, moi, je compterais pas que j'ai fait un meurtre quand c'est pas vrai pour, en tout cas, avoir un appartement ou un travail, là. Paul, il faisait vraiment pas confiance à Joanna, mais Kevin, il l'a pas écouté, puis il a loué un appartement. Puis, il les a même embauchés, Joanna et Gary, pour s'occuper des petits travaux dans les appartements, puis pour ceux qui payaient le loyer en retard. Joanna était pas tant bonne dans les rénaux, mais était excellente pour ramasser les loyers en retard. Et avec son caractère extrêmement violent, les locataires, ils opposaient aucune résistance, là, ils lui donnaient tout de suite l'argent. Joanna, elle a aménagé dans un appartement qu'elle va partager avec John Chapman, un ancien officier de la Marine royale de 56 ans. John, il a des problèmes d'alcool et de drogue, mais c'est un homme adorable, serviable, il a le cœur sur la main. Là, les proches de John, ils disent tout ça de lui. Michelle Boyle, une voisine, a dit que John il avait vraiment peur de Joanna, puis il disait qu'elle était folle, puis elle a dit qu'il avait complètement raison, là, que Joanna était folle. Je sais ses mots, pas les miens. Avec Kevin, Kevin Lee, le propriétaire de l'agence immobilière, était très différente. T'sais, Kevin, c'était un bel homme de 48 ans. Fait qu'elle elle faisait son meilleur comportement, il faisait les beaux yeux. Puis Joanna et lui vont donc devenir des amants parce que Kevin, il est marié. Donc, on va commencer par les victimes de Joanna, là. Donc, on a Lukas Slabozewski. En tout cas, j'essaye, vraiment. C'est un Polonais de 31 ans qui va lui aussi malheureusement tomber sous le charme de Joanna. La police, elle va supposer qu'ils se sont croisés à un supermarché parce qu'ils habitent à quelques rues là, l'un de l'autre, dans le même quartier à Horton Gold A. 12 minutes en voiture, là, les séparent, sont vraiment pas loin. Lucas, il est originaire de la ville de Noah, Utah, puis il est arrivé en Angleterre en 2005. Ses amis disent de lui que c'est un gars chanceux, courageux, puis amoureux de la vie, là. Il est tout le temps content, puis la vie est belle. Le 16 mars, il dit à ses amis par texto qu'il est vraiment heureux parce qu'il a rencontré sa nouvelle petite amie puis qu'il est vraiment bien avec elle. Le 19 mars, Joanna va donner rendez-vous à Lucas dans un ancien appartement au 11 Rolleston Gate, à 5 minutes environ de chez Lucas, là, c'était pas chez elle. Aussitôt qu'il est arrivé, là, il a même pas eu le temps de se dire bonjour ou de se donner un câlin ou quoi que ce soit. Joanna a le poignard en plein cœur, directement. Puis elle va mettre son corps dans une poubelle. Puis la police, elle pense que Gary va avoir aidé Joanna à transporter le cadavre parce qu'un cadavre, c'est quand même, de ce que j'ai lu sur certains documents, rapports et tout, c'est assez lourd, là. Fait qu'elle aurait sûrement pas été capable elle-même de le prendre puis de le mettre dans une poubelle, tu sais. Le lendemain, elle va se rendre au bureau de Kevin pour y emprunter de l'argent. Kevin, il va y donner. Elle va acheter une Vauxhall Astra,
mais puisqu'elle a pas de permis, c'est Gary là, qui va conduire. Le 20 mars, ils vont mettre Lucas dans la voiture, puis ils le jettent dans le fossé, là, près du Thorny Dyke, un petit village. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour son premier meurtre. Deuxième, John Chapman, c'est le colocataire de Joanna, malheureusement. Il y a des loyers en retard, donc Joanna elle arrête pas de la harceler pour qu'il paye, mais il a pas les moyens, fait qu'il peut pas payer. Donc le 29 mars, Joanna décide de tuer John pendant qu'il dort dans son lit. Elle le poignarde une fois dans la carotide, 2 fois dans le cœur et 3 fois à droite dans la poitrine. Il y a aucun signe de défense. Puis le taux d'alcool il était 4 fois supérieur au taux normal. Fait que d'après moi, elle a attendu qu'il soit assez sous pis qu'il dorme pour pouvoir le tuer sans qu'il puisse se défendre. Là. À 6h34, Joanna elle appelle Gary, puis 5 minutes plus tard, il arrive pour l'aider. Durant l'enquête, les policiers ont retrouvé une photographie du cadavre de John dans le téléphone portable du voisin du dessus, Leslie Layton. La photo elle a été prise le 29 mars à 7h32 du matin. Donc, Gary et Joanna ont jeté le corps de John à côté de celui de Lucas. Dans le fossé près du Thorny Dyke, le petit village. Troisième crime. Le 29 mars, toujours, dans l'après-midi, Kevin Lee est heureux. Il va voir Joanna aujourd'hui. Christina, sa femme, est au courant de sa liaison, mais elle n'est pas inquiétée de le voir partir parce que, je sais pas, il y en a qui décident d'accepter ça puis que ça leur dérange pas. On a chacun notre façon de voir ça. Avant de se rendre à son rendez-vous avec Joanna, qui doit avoir lieu au 11 Rolleston Gate, là où elle a tué Lucas, Kevin il va magasiner là, des cadeaux pour sa maîtresse et sa femme. Puis là, plus rien, plus aucun signe de Kevin, plus de texto, plus rien, il répond plus à ses messages, sa femme essaie de l'appeler, il répond pas. Fait que là, vers la fin de la journée, Christina commence à s'inquiéter, fait qu'elle décide de contacter la police. Puis elle est reçue par le détective Martin Browning qui met tout en œuvre là, pour retrouver Kevin parce que lui aussi il trouve ça étrange parce que c'est pas son genre. Les nouvelles sont pas bonnes, comme je vous ai dit au début, la voiture de Kevin est retrouvée le lendemain calcinée. Près d'une ferme dans un village à 5 km de la ville de Petersborough. Kevin Lee est retrouvé mort de 5 coups de poignard à pleine poitrine. Les légistes, ils vont révéler des traces sur son corps qui a laissé croire qu'il s'est défendu, donc il a vraiment essayé, mais malheureusement, il a pas réussi. Il y a une enquête qui est enclenchée, puis là, c'est ça, il retrouve son téléphone portable, puis là, il voit qu'il a reçu plusieurs appels de Joanna et de Gary John Stretch avant de disparaître. Il y a un avis de recherche qui est lancé, puis un appel à témoins qui est diffusé dans tous les médias. C'est Martin Browning qui va mener l'enquête. Il dit quand il a vu la façon dont le corps de Kevin a été déposé, là, donc les fesses à l'air avec son déshabillé noir à paillettes, là, il savait que c'était une position pour l'humilier. Il était pas juste tombé comme ça, puis c'était pas son genre de mettre des déshabillés à paillettes, mettons, noirs. Là. Joanna est très 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 excitée parce elle réalise qu'elle aime vraiment ça tuer. Fait que là, Gary et Joanna, ils se prennent en photo. Sur une, on voit Joanna lécher un couteau que je vais mettre juste ici. Ou là. En tout cas, une des deux places. Elle va être ici. Puis sur l'autre, on voit Gary qui prend une photo de Joanna avec le chandail levé pour qu'on voit son ventre avec ses cicatrices. Puis elle est full fière. Comme, je vais vous la montrer encore. Ici ou là. Ils vont finalement engager une cavale. Donc, ils s'en vont parce qu'ils savent qu'ils vont être recherchés. Là. Puis, le 29 mars, ils vont passer la nuit chez Robert Moore, un de leurs amis de probation. Le 1er avril, ils vont à East Anglia chez une des amies de Gary qui se prénomme Georgina Page. Puis, après leur visite, ils vont aller cambrioler une maison de la ville de Diss, dans le comté de Norfolk, avant de passer la nuit chez Robert Moore, encore une fois. Puis le lendemain, ils vont prendre la route pour la ville de Kington, à 200 km de Petersborough, où ils vont voir Mark Lloyd pour qu'il les aide à vendre leur armes. C'était un ami de John là, qui connaissait de prison, qui savait qu'il y avait des armes. Donc, dans le même temps,
La police, à l'avance, ils ont repéré Joanna via les CCTV dans une station à essence où, genre, comme tout est filmé, là. Fait qu'ils ont pu prendre la plaque d'immatriculation, puis à partir de là, ils ont essayé de la suivre comme avec les CCTV, là. Ça, c'est comme toutes les caméras des villes, puis tout. Dans la voiture, Joanna boit du whisky. Elle dit à Gary qu'elle veut son fun. À ce moment-là, Marc, il comprend pas trop de quoi qu'elle parle. C'est quoi son fun? Il sait pas, là. Puis c'est à ce moment-là que Joanna, elle aperçoit un homme au loin. C'est Robin Bereza, 63 ans, qui promène son chien tout bonnement, comme ça. Elle dit à Gary de s'arrêter. Elle sort de la voiture, puis elle donne un premier coup de marteau dans le dos, puis un autre sur le bras. Robin il va se retourner, puis il va être comme... C'est quoi tu veux, tu sais, il comprend pas, il sait pas c'est qui. Puis elle va lui dire, je veux te faire mal, puis après ça, te tuer. Donc là, il essaye de s'échapper, mais elle le rattrape. Tu sais, ils viennent de recevoir un coup de marteau quand même en arrière de la tête, là. Dans le dos, excusez. Robin, il a reçu environ une vingtaine là, de coups de marteau sur le corps. Si les ambulances n'étaient pas arrivées, ou s'il était arrivé un petit peu plus tard, il serait mort cette journée-là. Robin, heureusement, il est toujours en vie. Donc, de retour dans la voiture, elle demande à Gary de trouver un autre homme qui promène son chien. Puis le deuxième homme, malheureusement, se nomme John Rogers, 56 ans. Il dit qu'au début, il pensait qu'on lui avait comme donné un coup de poing. Puis quand il s'est retourné, elle a continué à le poignarder comme dans la poitrine. Il disait comme lâche-moi, mais elle continuait pareil, puis il y avait du sang partout. C'est ce qu'il dit. Fait que là, elle va décider de remonter dans la voiture avec le chien de John. Grâce à la CCTV, Joanna est arrêtée 40 minutes environ après l'attaque là, de John dans le supermarché. Dans un supermarché qui est arrêté. Puis Gary est arrêté un petit peu plus tard dans la journée. John a reçu 40 coups de couteau, mais il s'en est sorti. Il est encore en vie, c'est incroyable. Robin aussi, comme j'ai dit. Mais Joanna croit qu'ils sont morts présentement. Une fois au commissariat dans la ville de Hereford, elle commence à draguer un des policiers durant une bonne vingtaine de minutes, là. Puis le psychiatre en médecine médico-légale, il va dire que l'attitude de Joanna lors de son arrestation, c'est aller dans la séduction. Il va dire que quand il l'a observé, tu sais, elle passait sa main dans ses cheveux en fixant le policier pour le rendre mal à l'aise, puis le policier devenait très gêné. Puis on voit qu'elle ressent comme aucun remords de ce qu'elle a fait les 10 derniers jours, tu sais, elle a fait exprès pour croiser le policier, puis comme, elle s'en fout des meurtres qu'elle a commis, elle a dit qu'elle aimait ça tuer. Donc là, elle est plus préoccupée par le chien des victimes, elle veut savoir si les deux chiens qui étaient avec les messieurs sont morts, ou s'ils vont bien. T'sais, ils vont dire que c'est sûr que Joanna c'est une psychopathe, pis que ça fait aucun doute. Donc là, le 3 avril, les corps de Lucas Labozweski et John Chapman sont déterrés à 10 km de l'endroit où ils ont retrouvé celui de Kevin. Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à réunir les preuves de sa culpabilité, là, bien évidemment. En analysant les téléphones de Joanna et Gary, ils ont pu identifier leurs complices. Donc, ils arrêtent Leslie Paul Layton, le voisin du dessus. Il les a aidés à déplacer le corps de John Chapman. Puis il arrête Robert Jim Moore, puisqu'il les a hébergés, même s'il savait qu'il était recherché par la police. C'est Joanna est placée en détention préventive à l'HMP Brownsfield, dans Middlesex. Mais le 19 septembre, il y a un employé de la prison qui a trouvé dans le journal Joanna un plan d'évasion. Donc elle est envoyée directement à l'isolement là, et tout ça. L'audience préliminaire se déroule à Old Bay à Londres. Joanna, elle apparaît le 18 novembre 2013 devant le juge Monsieur Justice Sweeney. Elle est encore dans la provocation. Elle puis son avocat, ils s'étaient mis d'accord pour plaider non coupable pour les 3 meurtres et les 2 tentatives de meurtre. Mais à la dernière minute, sans avertir personne, elle a dit qu'elle était... Elle va dire, et je cite,
Je plaide coupable pour les 5 chefs d'accusation, et puis c'est comme ça. L'auditoire puis son avocat va être sous le choc, là. Son avocat, il prend mal, puis il se sent humilié, puis Joanna est juste ravie de ce qu'elle a produit dans sa audience, là, toute là. Ah. Donc là, le procès de Joanna, il va commencer en mi-janvier 2014 aux assises de Cambridge. Le procès, il est présidé par le juge Mr. Justice Spencer. Joanna est représentée par Michael Proctor, puis l'accusation par le procureur Peter Wright. Durant les audiences, elle sourit, ce qui fait vraiment pas plaisir aux victimes, aux familles des victimes, puis surtout pas à Christina qui vient comme de perdre son mari, là. Les sentences ont été données le 28 février 2014. Joanna est condamnée à la prison à vie. Gary Stretch est condamné à 7 ans et demi de prison ferme pour complicité, puis même chose pour Leslie Layton, le voisin du dessus. Robert Moore, il est condamné à 3 ans de prison ferme pour les avoir aidés. Puis Joanna est sortie de son isolement en septembre 2015. Elle va avoir porté plainte contre la prison et le ministère de la Justice. Elle a dit que les conditions de sa détention étaient humiliantes. Tu viens de tuer 3 personnes puis t'as fait 2 tentatives de meurtre en pensant clairement qu'il était mort, là. Bref. Sa demande a été rejetée, bien évidemment, le 26 mai 2016. Sur le Daily Mail, en 2018, elle aurait essayé de se suicider avec sa maîtresse en prison. Là. Ils ont été retrouvés dans une mort de sang, les deux assis sur le sol. Joanna se serait plantée elle-même un couteau dans la gorge. À moins qu'il se l'ait fait. En tout cas, bref. Puis, sa petite amie, elle se serait comme ouvert les veines. Mais ils ont été retrouvés puis ils sont corrects. Selon un article du Guardian du mois de juin 2020, elle a de nouveau trouvé l'amour dans la prison de Lone Newton, qui était aussi l'ancienne prison de Rose West. À ce moment-là, pendant que je filme, on est le 7. Je pense que le documentaire de Rose et Fred West va être sorti sur Netflix, mais sinon, je sais qu'il y a Crime glacé, je crois. Ils ont fait un cas dessus. Crime de Bin aussi, je crois. Bref, il y a des bons podcasts qui en parlent. Sa nouvelle copine est la meurtrière Emma Aitken, qui, en octobre 2013, âgée de seulement 19 ans, aurait battu à mort Barry Smith avant de brûler son corps. Qui se ressemble, ça semble. Le docteur Frank Farnhamel, je crois, psychiatre de la médecine médico-légale, qui a vu Joanna peu de temps après son arrestation, il a déclaré qu'elle souffre aussi de sadomasochisme paraphilie. Ce qui veut dire qu'elle prend son plaisir sexuel à la fois de la douleur puis de l'humiliation de son partenaire. Fait que plus que son partenaire souffre et est humilié, plus qu'elle a de plaisir. C'est aucunement plaisant pour l'autre personne, mais en tout cas. Le jour où le juge, Monsieur Justice Spencer, a donné la sentence à Joanna, il a dit, et je cite, « Honey, vous m'avez dit ne pas avoir de remords pour ce que vous avez fait. Eh bien, moi, je vous réponds que vous êtes une personne extrêmement dangereuse, calculatrice et mauvaise. Et pour cela, je veillerai à ce que vous ne soyez jamais libérés. » Donc, voilà pour ma vidéo. Pour mes sources, j'ai BBC, All That's Interesting, The Guardian, Daily Mail. Puis, j'ai aussi ce livre. Je vais juste voir. OK. Serial Killers de Virginia Hennard. Le livre il est très intéressant. Là, un chapitre qui parle de Joanna, là, de Honey. Et puis il y a plusieurs chapitres sur d'autres femmes tueuses en série. Donc merci d'avoir été là, puis on se revoit mardi pour une prochaine vidéo. Bye!